Alors on va vous inviter à vous installer bien confortablement et à bien chercher les derniers thés, café, petites bières. Vous n'êtes pas censé rire plus fort que le public, hein, la technique. Bienvenue dans À peu près sérieux, le podcast mi-deep, mi-hilar et authentique. Moi, c'est Aubin, psy et podcasteur à mes heures perdues, l'hôte de cette émission, bien évidemment. Et cette semaine, je suis accompagné d'une experte pour le troisième épisode de la 4e saison d'À peu près sérieux. Nos Insta s'affichent actuellement sur l'écran. Je le dis pas assez, mais si vous kiffez le contenu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à poser votre commentaire, à partager. C'est réellement ce qui nous soutient et nous permet de produire ce type de contenu. Aujourd'hui, on va parler du rapport au corps et de nutrition. C'est un sujet qui nous a vachement intéressés, dans lequel on a dû faire pas mal de recherches avec l'équipe. On a hâte de pouvoir aborder ça. Petit trigger warning, le sujet du rapport au corps et de l'alimentation de manière générale, c'est un sujet qui est complexe, qui peut être parfois difficile et un peu sensible. Donc c'est important, là c'est peut-être moi et ma casquette de psy qui en parle, mais c'est important de vous écouter vous. Et donc si jamais ça éveille des choses en vous au travers de ce podcast, n'hésitez pas à aller investiguer et poser même des questions à Myriam un peu après l'épisode. Ça lui fera plaisir d'y répondre, je pense. Absolument. Ouais. Gardez vos questions, évidemment, tout au long de l'épisode, parce qu'à la fin, il y aura un moment questions-réponses. Et puis, en fait, on peut doucement commencer. J'ai une petite intro pour toi, Myriam, pour t'introduire et te présenter à ce public. Est-ce que tu veux l'écouter ? Bien sûr, je t'écoute. Alors, elle se démarque par son sourire, son énergie et sa joie de vivre. Elle est coach en nutrition, certifiée en nutrithérapie et fondatrice de Green Coach Nutrition. Elle propose un conseil et de l'accompagnement à toute personne désireuse de tendre vers une alimentation saine, naturelle et qui favorise la santé. Son Insta et sa page Google est inondée de témoignages gratifiants sur sa capacité d'écoute, son attention et son adaptabilité face à toute personne qu'elle rencontre dans sa pratique. Que l'on soit athlète de haut niveau ou sportif du dimanche un peu flemmard, grand cuistot ou excellent préparateur de pâtes ketchup, elle concoctera le parfait programme adapté à ta personne. En somme, c'est une personne passionnée et passionnante. Mesdames et messieurs, faites un tonnerre d'applaudissements pour Myriam Camon. Merci beaucoup. Waouh. Ça, c'était une belle intro, hein, je te remercie. Myriam, est-ce que je me suis trompé sur un élément de l'intro ? Bah écoute, non, pas du tout. J'espère que ça m'est pas encore arrivé de me tromper dans... Non, bah écoute, voilà, je te remercie pour l'invitation et je vous remercie à toutes et à tous d'être ici aujourd'hui pour ce podcast. Alors, petite question qui est d'abord pour le public. Comment qualifierais-tu ton rapport au corps aujourd'hui en utilisant un seul mot ? Et il y a toute une série de réponses qui ont été trop drôles que je vais te lire. Myriam, oh, il y a des mignons. C'est serein, distant, compliqué, torturé, serein et revenu, difficile, pas simple, compliqué, harmonie, ambivalent, très variable, difficile en dents de scie. Donc ouais, c'est un petit peu, je me pose la question. Il y a quelqu'un qui a mis, c'est pas en un seul mot ça, je comprends pas. Bienveillant, respectueux. Voilà, c'est un petit peu ce que les gens ont dit par rapport à ça. Et je partageais en même temps une série de chiffres aujourd'hui qui ont été qui donnent un petit peu une sorte d'état des lieux du rapport au corps et de l'alimentation. C'était que 55% des jeunes étaient insatisfaits de leur image corporelle et les jeunes c'est 18-30 ans. C'est un chiffre qui, moi, m'a quand même un peu étonné. Une partie des jeunes ressentait une insatisfaction légère, ça c'est 20%.
Puis une insatisfaction de modérée à élevée, c'était 15%. Quoi d'autre comme chiffre un petit peu intéressant? Près de 10% des jeunes entre 15 et 25 ans souffrent d'un trouble du comportement alimentaire, hein, souvent amplifié par les standards un peu véhiculés en ligne. On va y venir. J'imagine qu'il y a à boire et à manger sur le sujet. Les adolescents issus de familles à faible revenu, intéressant aussi, sont plus susceptibles de consommer des boissons sucrées et moins susceptibles de manger des fruits quotidiennement. Ça, c'est l'OMS qui le dit. Et puis aussi un autre chiffre intéressant, j'ai pas trouvé de chiffre sur la Belgique, mais il y a une certaine précarité alimentaire chez les étudiants. Près de 18% des étudiants français ont recours à l'aide alimentaire. Il y a eu tout un buzz, je sais plus quelle année, si c'était l'année passée ou encore avant, sur ça, sur la précarité alimentaire chez les étudiants, et que 36% d'entre eux sautent des repas par manque d'argent. Ça m'a un peu éberlué. Pour toi, Myriam, avant de commencer un petit peu dans le vif du sujet, j'ai envie de te demander si ton rapport à ton corps était une relation, ce serait plutôt on s'aime, c'est compliqué, on se tolère. Où est-ce que tu te situes? Mais clairement, quand on est plus jeune, hein, quand on est adolescent, quand on a la vingtaine, eh bien, le rapport est plus compliqué que quand on vieillit ou quand on prend de la sagesse. Et là, on se rend compte que l'image, le physique est moins important que la santé. Et en fait, mon focus, ce serait aujourd'hui de dire à tous ceux et celles qui ont un rapport compliqué à leur corps que ce qui est le plus important, c'est d'avoir un corps en bonne santé qui nous permet de faire plein de choses, de nous mouvoir déjà, hein, d'avoir la chance de marcher, de courir, de voyager, d'apprendre, et que la santé devrait être au cœur de nos préoccupations. Et je dis souvent que qui mange pour sa santé mange pour son poids, pour trouver son poids de forme. Hein. Okay. Et son poids de forme, c'est pas la minceur extrême qu'on voit évidemment dans les médias ou sur les réseaux. C'est le poids qui nous va bien et qui fait qu'on mange à notre faim, avec plaisir, et voilà, qu'on est en bonne santé. Ok. Pour faire un petit peu en apprendre un peu davantage sur ton background, mais aujourd'hui on est à l'ULB au coin culture. Tu as fait tes études à l'ULB en journalisme. C'est quoi un peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a mené à la nutrition aujourd'hui? Donc moi, j'ai fait un master en journalisme à l'ULB. 10 ans après, j'ai fait un 3e cycle en marketing à l'ICHEC. Et puis, encore quelques années plus tard, j'ai fait 3 ans de nutrithérapie au CERDEN, qui est l'école de nutrithérapie à Bruxelles. C'était les cours du week-end. Hein. Clairement, j'ai toujours travaillé pendant que je me recyclais professionnellement. Et qu'est-ce qui m'a amenée à ça? Eh bien, un jour, je me suis rendu compte que quand je rentrais dans un magasin bio, j'étais beaucoup plus excitée que quand je rentrais dans un magasin de vêtements. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui avait changé et qu'aujourd'hui, l'alimentation saine, des nouveaux types d'aliments et l'effet que ça produisait sur moi, sur mon bien-être, sur ma satiété, sur mon bien-être mental, psychique, était hyper intéressant et que j'avais vraiment envie de creuser, d'aller plus loin. Et la nutrithérapie, qui est ma discipline aujourd'hui, fait vraiment le lien entre alimentation et santé. Santé physique, donc immunité, énergie, régulation de tous les problèmes inflammatoires, intestinaux, problèmes de peau qu'on peut avoir, et la santé mentale aussi. Voilà. Ok. Donc du coup, il y a eu un aspect de... Tu dirais qu'il y a eu un clic, un moment où t'étais dans un magasin et oui, il y a eu un déclic. C'est venu de manière un peu mais graduelle. le dernier job que j'ai fait en tant qu'employée, c'était jusqu'en 2016, j'étais responsable de la communication et du marketing pour une mutuelle. Et à côté de mon bureau, il y avait ce magasin bio en vrac. Un des pionniers d'ailleurs, qui se trouve au centre-ville, je vais le citer, c'est Natural Corner, il existe toujours. Et voilà, je passais beaucoup de temps là, à discuter avec le gérant, à regarder les produits, à tester, à cuisiner de plus en plus. Et donc là, je suis vraiment passée à un autre niveau, quoi. Et j'ai voulu vraiment comprendre quel était le lien entre l'alimentation et la santé. En préparant l'émission un petit peu avec l'équipe, mais bien plus en parlant avec des amis, plutôt des femmes d'ailleurs, j'ai été marqué d'entendre que les normes de beauté sont évidemment omniprésentes
et souvent irréalistes. Alors là, on est au mois de janvier, et donc les pubs qui affluent sur, tu vois, le fitness, enfin, c'est énorme. Ça dépeint souvent d'ailleurs des femmes blanches très minces qui ont des corps un peu presque d'enfants. J'exagère peut-être le terme, mais on n'en est pas loin. J'imagine que tu dois avoir pas mal de coachés qui viennent te voir avec cette sensation de vouloir tendre vers un corps qui n'est pas vraiment à l'image du leur et pas forcément réaliste. Comment tu t'accompagnes quelqu'un qui se sent un petit peu piégé par ces standards? Je lui explique qu'en fait, on a longtemps cru que pour être mince ou avoir un poids de forme, il n'y avait que 2 leviers. C'était l'alimentation et le sport. Or, aujourd'hui, on a vraiment mis en évidence qu'il existe 11 causes méconnues qui nous empêchent d'avoir le corps qu'on voudrait. Et alors, on parle de facteurs hormonaux, on parle de microbiote intestinal, donc d'état de l'intestin, plein de choses que beaucoup de gens n'ont pas encore compris sur l'alimentation. Pendant longtemps, la calorie était au cœur de nos préoccupations. Et aujourd'hui, on a bien compris que 1000 calories de pommes ou 1000 calories de frites n'auront jamais le même impact sur notre organisme. Quelle est la différence? Il y a l'index glycémique, la propension d'un aliment à élever notre taux de sucre sanguin, mais également le fait que l'aliment soit plein de nutriments qui vont aider notre corps à fonctionner. Et donc, je leur explique qu'il faut jouer sur plusieurs tableaux, même des tableaux qui n'ont pas l'air comme ça d'être des leviers. Et surtout, je les ramène à la réalité. La réalité, c'est pas tout le monde n'est pas fait pour être très mince, filiforme, etc. Ce qu'il faut, c'est essayer d'apaiser notre rapport à l'alimentation et trouver ce qu'on appelle notre poids de forme. Tout le monde n'a pas le même poids de forme, selon nos antécédents, selon notre appétit, quoique l'appétit est quelque chose qui se régule aussi. Ouais. Donc voilà, et que le facteur psychique joue énormément. Et voilà, donc il faut savoir que notre intestin contrôle directement la production des neurotransmetteurs, que sont notamment la dopamine qui nous donne l'envie, le courage, la concentration, vraiment l'énergie pour démarrer la journée, et la sérotonine, le neurotransmetteur de l'apaisement, du bien-être, qui nous permet de nous apaiser. Lorsqu'on mange mal, notre intestin va être déséquilibré, notre flore intestinale va être de mauvaise qualité. Or, c'est cette flore intestinale qui contrôle la production des neurotransmetteurs. Et donc, c'est un cercle vertueux qu'on peut démarrer en mangeant mieux. En mangeant mieux, on va avoir une bonne flore intestinale, on va mieux produire la dopamine. Donc, on va avoir plus envie de se lever le matin avec un meilleur entrain. Et surtout, l'après-midi, on va mieux produire la sérotonine, le neurotransmetteur de l'apaisement et du bien-être, qui nous permet de gérer les compulsions alimentaires et les compulsions de tout type. Quelqu'un qui manque de dopamine sera dans un état de dépression, entre guillemets, on n'aura envie de rien. Quelqu'un qui manque de sérotonine sera plutôt dans un état de dépression anxieux, et alors c'est là où toutes les compulsions vont arriver. Et c'est l'alimentation ultra sucrée ou grasse, mais c'est également l'alcool, la drogue, cigarettes et autres. Okay. Voilà, donc l'alimentation, c'est un levier, et quelqu'un qui veut absolument perdre du poids, mais qui ne produit pas correctement ses neurotransmetteurs, se battra dans le vide, en fait. T'as parlé de tellement de choses qui méritent d'être investiguées, notamment le fait que l'estomac, même en lui, on parle d'un deuxième cerveau, c'est pas pour rien. L'intestin, oui. L'intestin plutôt. Et puis, ce qui me marque à travers ce que tu dis, c'est que quand une personne vient chez toi avec cette interrogation-là, il y a tout un travail d'explication, de conscientisation sur toute une série de facteurs qui font que c'est pas aussi facile que simplement... Exactement. Mais c'est vrai que pendant longtemps, les diététiciennes mettaient uniquement le focus sur l'alimentation et sur les calories. Mais voilà, on sait aujourd'hui qu'il y a certains types d'aliments qui vont créer de l'inflammation. C'est pour ça que moi, je mets le focus sur une alimentation dite anti-inflammatoire qui évite au maximum le gluten du blé moderne. Si on a le temps d'en parler, le gluten du blé qu'on mange aujourd'hui est ultra inflammatoire et donc va créer un désordre, et avec toute la cascade que ça provoque.
les produits laitiers à base de lait animal aussi, qui sont ultra inflammatoires. Et donc, clairement, si on focus sa diète, son alimentation sur tout ce qui est anti-inflammatoire, beaucoup de fruits, de légumes, de bonnes graisses. La graisse n'est pas l'ennemi. Les bonnes graisses, les noix, les petits poissons gras, les bonnes huiles, et voilà, les bonnes sources de protéines, comme les petits poissons, comme je sais pas, les sardines par exemple, les œufs. Et de temps en temps, évidemment, se faire plaisir avec du bon chocolat noir. Eh bien, on va aller vers une alimentation ancestrale. C'est une alimentation qui rejoint un petit peu la manière dont mangeaient nos grands-parents, arrière-grands-parents, et qui évince à 100% tout ce qui est ultra transformé. Okay. Voilà. L'ultra-transformation des aliments, c'est ce qui va nous perturber et qui va nous faire nous sentir mal, qui va baisser notre immunité et baisser notre bien-être psychique. Yes. On va entrer dans les détails de c'est quoi exactement bien manger. Et ce que j'ai lu aussi qui était intéressant dans un autre podcast, c'était que en fait 20 à 30% du corps, de la masse graisseuse chez une femme en fait était absolument normale. C'est ce qu'on appelle la masse grasse gynoïde, je pense. Ça te dit quelque chose? Pas comme ça, mais c'est vrai qu'en tant que femme, on doit accepter l'idée qu'on a une masse musculaire moins importante proportionnellement aux hommes et qu'on est plutôt faite, malheureusement aussi, j'imagine, pour stocker. Exactement. Voilà. Mais que c'était... Enfin, pour stocker. On est faite pour stocker parce que les œstrogènes, les hormones féminines qui explosent à l'adolescence, à la puberté, eh bien, les œstrogènes, elles vont nous faire stocker du gras, nous faire avoir des formes. Lors de la grossesse, c'est pareil, explosion des œstrogènes, on va stocker absolument tout ce qu'on mange, pas tout le monde, mais la plupart des femmes, dans l'objectif d'allaiter plus tard. Voilà. Et à la ménopause, c'est la chute des œstrogènes et il y a un autre effet qui fait que cette chute va amener aussi des compensations du corps et on va aussi prendre du poids. Donc, en tant que femme, effectivement, on est soumise à des variations hormonales qui vont être un peu plus fortes que nous, sauf que, l'équilibre hormonal, on peut le réguler par l'alimentation et aussi par la phytothérapie, la supplémentation. Beaucoup de compléments alimentaires naturels qui peuvent bien aider. En tout cas, c'est intéressant de simplement même le savoir, histoire de sentir un petit peu, de retrouver un peu son propre pouvoir dans tout ça, parce que j'ai l'impression qu'en entendant et en parlant avec l'équipe, etc., on se disait, mais en fait, il y a une science derrière qui explique un petit peu la situation de mon corps et en fait, déployer une série de conventions sociales et de personnes avec un certain type de corps, évidemment, qui est mis en avant, c'est pas représentatif de la réalité. T'as parlé là tout de suite juste avant de différents types d'indicateurs, notamment les calories. L'IMC, c'est quoi? Est-ce que tu peux... je sais que c'est une question qui apparaît souvent, c'est un indicateur qui apparaît souvent. Est-ce que tu peux m'en parler, l'expliquer en 2 mots Alors, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout, déjà, parce qu'il n'est pas représentatif, encore une fois. C'est aussi, obsolète que les calories. En fait, en gros, l'IMC, c'est un rapport entre ton poids et ta taille qui te dit si tu es bien, si tu es dans la norme. Sauf qu'un mec qui fait du bodybuilding, il va avoir un IMC qui va crever les plafonds, et sur papier, le gars, il est obèse, en obésité morbide. Ben non, en fait, il est ultra musclé, et voilà. Et donc... c'est vrai que c'est un indicateur, mais ça ne m'intéresse pas. Et d'ailleurs, pour être honnête, lorsque je coach les personnes qui viennent me voir, je leur demande leur taille, leur poids, mais jamais je vais les peser et jamais je vais mettre le focus là-dessus. Et souvent, quand les personnes commencent à modifier leur alimentation, elles me disent « Ah, mais... j'ai un regain d'énergie, je me sens mieux dans ma tête et tout ça, mais j'ai pas encore vraiment perdu du poids, juste quelques kilos. Et c'est bien, en fait, que les personnes commencent à se rendre compte que l'alimentation, c'est un levier très puissant pour sa santé. Et la perte de poids ne sera qu'une conséquence d'un corps qui fonctionne mieux. Voilà, donc pour moi, l'IMC, c'est un vieux truc des années 80, ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'experts qui en parlent et qui disent que c'est un peu caduque. Tu conseilles un indicateur ou pas? Non.
Non. Ton indicateur, c'est ton bien-être, quoi. Si tu te sens bien, si tu arrives à faire du sport sans avoir mal aux articulations. Tu sais, il y a des personnes qui ont des os qui pèsent plus lourd. Il y a aussi, en fonction de tes origines aussi. Il faut dire que, par exemple, pour reparler des femmes, les femmes qui sont plutôt du sud vont avoir plus de forme. Elles ont un taux d'œstrogène plus important. Ouais. Et donc, il faut accepter sa nature et la mettre en valeur, en fait. Ouais. Oui, j'ai entendu aussi en recherchant, etc., avec les camarades, que parfois un bon indicateur, c'est pouvoir se dire, OK, je pars en vacances avec des copains, est-ce que je suis capable de marcher et faire mon trek sans complètement bader, quoi. Absolument. Absolument. Et en fait, je dis souvent que le sport, ou même l'activité physique, c'est une célébration de ce que notre corps peut faire. Et donc, mettre le focus sur la performance et sur la manière dont le sport ou l'activité physique va transformer notre physique, c'est bien. Mais c'est encore mieux de se dire, je ne vais pas faire du sport pour me punir parce que je viens de manger trop ou quelque chose de trop gras ou trop sucré. Je vais faire du sport pour vraiment me dire, voilà, j'ai la chance de pouvoir le faire. Tout le monde n'a pas cette chance et souvent on oublie. Il y a des personnes qui sont à mobilité réduite, qui n'ont pas cette chance. Et à partir du moment où on a cette chance, il faut embrayer dessus et bouger au quotidien. Parce que la marche, déjà, c'est le mouvement naturel du corps. On devrait tous marcher au moins 30 minutes chaque jour. C'est la base, en fait. Nous, en tant qu'humains, on n'est pas fait pour rester assis sur une chaise toute la journée. On est fait pour bouger, pour marcher, le mouvement naturel du corps. Ça oxygène les cellules, ça booste les endorphines et donc les hormones du bien-être. Et voilà. Et donc, beaucoup de bon sens dans la nutrition et dans la santé. Il faut revenir aux basiques, en fait. Ouais. Pour revenir aux basiques, petit point important, un nota bene que j'ai vu, l'IMC en fait c'était inventé par un gars qui était mathématicien belge, les gars, et ça a fait le tour du monde cet indice. C'est assez fou. Toujours sur les sujets qui te débectent, dis-moi, c'est quoi le principe derrière le calcul des calories? C'est quoi les calories? C'est quoi le principe? La calorie, en fait, c'est une unité qui va te permettre de donner du carburant à ton corps. Et donc, pendant longtemps, on a cru que pour perdre du poids, il faut avoir ce qu'on appelle un déficit calorique. C'est-à-dire dépenser, que ce soit en restant sur sa chaise ou en faisant du sport, plus que ce que tu avales. Sauf qu'aujourd'hui, et ça c'est très important de le savoir, et ça a été popularisé par un livre que beaucoup ont lu, qui est le livre Glucose Révolution. Ouais. Aujourd'hui, on sait que ce qui importe plus que la calorie, c'est la propension d'un aliment à élever ou non ta glycémie. Plus un aliment va élever ta glycémie, plus ce corps va devoir utiliser ce sucre qui est présent dans le sang. Et si tu as mangé trop de sucre, et que tu n'es pas en train de faire un marathon, ce sucre va être transformé sous l'effet de l'insuline en graisse corporelle. Et donc, on peut manger calorique, plus calorique que ce qu'on dépense vraiment, mais en n'élevant pas sa glycémie, on peut ne pas prendre 1 gramme. En gros, je te donne un exemple. Le matin, au lieu de manger une couque au chocolat et un verre de jus d'orange, qui vont faire exploser ta glycémie, faut savoir que le jus d'orange, c'est le sucre de 3 oranges sans les fibres. Donc, c'est comme le coca, ça revient au même. C'est une bombe glycémique. Au lieu de manger une couque au chocolat ou un pain au chocolat et un verre de jus d'orange, qui, je sais pas, moi, reviendrait à 300 calories ou 350, tu pourrais manger 3 œufs avec une petite salade. Et ton petit déjeuner, salade, serait plus calorique que le pain au chocolat et le jus d'orange, et ça te permettrait de perdre du poids. Pourquoi? Parce que les œufs et la salade vont pas faire exploser ta glycémie, vont t'apporter énormément de satiété, tu vas pas grignoter jusqu'à midi 13h, et ça t'apporte des bons nutriments, à savoir des vitamines, des minéraux, des fibres, des molécules antioxydantes, une bonne source de gras et de protéines. Tandis que la couque au chocolat et le jus d'orange, c'est des calories vides. Et c'est surtout du sucre. Et manger du sucre le matin, ça va te donner envie d'y revenir toute la journée. Et ça ne t'apporte aucune satiété.
ça veut dire qu'au bout d'1 heure et demie, tu as de nouveau la dalle et tu vas aller t'acheter n'importe quoi, un Mars, un Snickers. Et en fait, ça va être un cercle vicieux, des pics d'hyper et d'hypoglycémie toute la journée. Et donc, si vraiment je ne devais donner qu'un seul conseil aujourd'hui au public ici, à tous ceux qui vont nous écouter, c'est de manger protéiné le matin. Manger protéiné le matin, ça change la vie. Ça change la vie, ça change la satiété. En ne faisant que ça, on peut déjà perdre plusieurs kilos. Donc, la notion d'élévation de la glycémie est plus intéressante que la notion de calories. Malheureusement, quand tu achètes un aliment et que tu regardes l'étiquette, on n'en parle jamais. Alors, comment savoir ? Il y a plusieurs sites sur lesquels tu peux chercher l'index glycémique d'un aliment. Mais en gros, toutes les protéines, animales ou végétales, les œufs, la viande, le poulet, le tofu, le poisson, tous les fruits, tous les légumes, toutes les noix, toutes les bonnes graisses ont un index glycémique faible. Donc, go for it. Et tous les aliments ultra raffinés, comme le pain blanc, les biscottes, les viennoiseries, les barres chocolatées, les chips, etc., ont un index glycémique élevé. Apportent aucune satiété, élèvent la glycémie, te font prendre du poids, créent de ta faim très rapidement. Et donc, voilà. Et donc, quelque part, c'est un peu le bon sens, mais c'est une notion qu'aujourd'hui, on met quand même au cœur de la santé, quoi. Yes. Je me mets dans les chaussures de quelqu'un qui est un peu qui s'y connaît pas blindé. En fait, moi, il y a 2 semaines avant de complètement m'y intéresser, j'étais un peu étonné de voir que le sujet de l'alimentation, de la nutrition est si vaste. Oui. Il est vaste, il est même parfois même complexe. Je veux que tu me répondes comme si j'étais un enfant de 6 ans. Oui. C'est quoi la différence entre les macronutriments, les micronutriments, les fibres, protéines, etc. Si tu devais synthétiser en quelques mots. Alors, les macronutriments, c'est simple. C'est les glucides, donc les sucres, les protéines et les graisses. Voilà, ça, c'est les macronutriments. On retrouve tous dans les aliments des protéines, des lipides, donc des graisses et des glucides. Les micronutriments, et c'est ça qui m'intéresse plus en tant que nutrithérapeute, c'est des substances présentes en plus petite quantité, à savoir les vitamines, les minéraux, les molécules antioxydantes, les fibres, les acides gras, les acides aminés. Alors, je vais développer. Il faut savoir que en termes de macronutriments, généralement, on n'est jamais carencé, sauf parfois les végétariens qui mangent trop peu de protéines. Donc, c'est important pour un végétarien ou même un végétalien de manger assez de protéines végétales grâce au tofu, aux lentilles, aux pois chiches et compagnie. Mais les micronutriments, on est tous carencés. On est tous carencés, pourquoi ? Déjà parce qu'on vit en Belgique et on est déjà tous carencés en vitamine D. La vitamine D est une vitamine qu'on ne peut pas apporter en mangeant des aliments. La vitamine D est la seule vitamine qui est synthétisée par notre peau exposée aux rayons du soleil. Et pas les rayons du soleil d'hiver qui sont, très obliques. Je te parle des bons rayons du soleil de la bonne période qui tombent vraiment et qui nous réchauffent. Et donc, on devrait déjà tous se supplémenter en vitamine D. Pourquoi ? Parce que la vitamine D, qui est un micronutriment, est une préhormone. Quand tu es carencé en vitamine D, ta thyroïde, elle ne fonctionne pas. Tes hormones féminines ou masculines ne sont pas bien produites. Ton microbiote, donc ton intestin, il ne peut pas être en bon état. La vitamine D, c'est la base de la base. Et il faut prendre de la vitamine D en fonction de notre poids. Si tu fais 50 kilos, tu devrais prendre 5000 unités internationales, UI, de vitamine D. Si tu fais 100 kilos, tu devrais en prendre 10 000. Et c'est intéressant de la combiner avec de la vitamine K pour que cette vitamine D, qui à la base est connue pour renforcer notre système osseux, renforce bien notre système osseux et ne vient pas créer des calcifications dans les organes tels que l'aorte, par exemple. Voilà, donc toujours combiner la D avec la K. Alors, on est aussi tous carencés en magnésium. Pourquoi ? Parce que déjà, on en mange trop peu. Le magnésium, on le retrouve dans les noix, dans les légumineuses, dans les légumes. Dans le cacao, beaucoup dans les amandes. Mais surtout, non seulement on en consomme trop peu, mais en plus on l'épuise. Et comment est-ce qu'on épuise nos réserves de magnésium ? À cause du stress. Voilà. Le fléau, on dit parfois du siècle, moi je dirais du millénaire, le stress. On est tout le temps en stress. Mais on est en stress pour tout et n'importe quoi. Parce que les étudiants qui normalement n'ont fonction finalement que d'étudier. Parfois ils ont un job à côté, ils doivent payer leurs études, etc.
Ils sont déjà en stress total. Alors, je vous dis même pas quand il y aura le mari ou la femme, les enfants, le crédit, le boulot. Voilà, donc, le stress, c'est un vrai sujet et je pense qu'apaiser notre stress nous apportera beaucoup. Mais tout ça pour dire que l'excès de stress va faire fuir notre magnésium dans nos urines. Il y a aussi la consommation trop importante de caféine, café, coca, etc. Bam, tout notre magnésium part dans les urines. Donc, on devrait tous se supplémenter en magnésium, mais pas n'importe lequel. Pas celui qu'on va trouver chez Kruidvat ou chez Lidl, parce que ça, ce sont des magnésiums avec des mauvaises compositions qui sont microdosées, qui ne servent à rien. Un peu chimique. Voilà. Il faut acheter un bon magnésium, je dirais, je vais parler avec des termes un peu techniques, un bisglycinate de magnésium ou un citrate de magnésium, qui sont des bonnes formes de magnésium qu'on peut trouver en pharmacie ou ailleurs. Et impossible de les trouver dans des aliments ? On peut, mais alors il faudrait se faire des jus de légumes tous les jours. Il faudrait manger des noix au lieu de manger un Snickers. Voilà, il faudrait et donc, du coup, manger du chocolat noir au lieu de manger du praliné. C'est possible. Donc ce serait possible si, admettons, on change un peu, on modifie son alimentation pour faire en sorte que... Oui, et surtout si on est zen. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Sur le point dont tu parlais, dans mes recherches, je trouvais ça très intéressant, c'est que les personnes afrodescendantes, quand ta peau est noire aussi, et que tu vivais typiquement dans le Nord, ça peut être aussi plus compliqué de bénéficier de soleil et donc de manquer de vitamine D. Ça l'est parce que la mélatonine, qui pigmente la peau, empêche la pénétration des rayons du soleil. C'est comme un écran, en fait. Tout à fait. Pas besoin de mettre de crème solaire. C'est pas vrai, il faut en mettre quand même. Mais c'est vrai. Donc, effectivement, se supplémenter est d'autant plus important si on a la peau foncée. Parce qu'en fait, ce qui découlait de ça... J'ai dit la mélatonine, mais c'est la mélanine, pardon. J'ai fait un petit... T'en fais pas. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Ce qui était marrant, parce que du coup, ces personnes noires vivaient, admettons, en Suède, et là où il y a moins de soleil, etc. Et en fait, se demandaient pourquoi ils étaient tant déprimés. Et en fait, c'était simplement... C'est vrai que la vitamine D est une vitamine antidépressive. Hyper importante à prendre, encore plus en hiver qu'au printemps, en été. Et pour tous, tu sais, lorsque tu as un bébé, le pédiatre te dit directement à la naissance, il faut le supplémenter en vitamine D. Alors, les parents lui donnent de la vitamine D et ils oublient d'en prendre eux-mêmes. Or, la vitamine D, c'est une vitamine qu'on prend de 0 à 99 ans. On en a parlé juste avant aussi, et c'est un sujet qui m'a beaucoup passionné dans les différentes recherches que j'ai faites sur le sujet. C'est l'alimentation ultra transformée, ultra processed food. Et vous avez vu, j'ai essayé de placer un petit peu en anglais. Ultra processed food. Alors, je me disais, qu'est-ce que c'est ? T'en parles aussi pas mal dans tes blogs. Comment tu pourrais l'expliquer à tout un chacun ici ? Alors, l'alimentation ultra transformée, en gros, ça va être simple, c'est votre pizza Dr. Oetker, c'est votre lasagne Mama Casa, bref, c'est toute la bouffe c'est de la fausse alimentation. À partir d'un peu d'amidon tiré du blé, d'un peu de sirop de glucose-fructose tiré du maïs chauffé à haute température, à partir de déchets de viande auxquels on a mis du sucre et des émulsifiants, etc., on va créer une lasagne qui est en fait un aliment ultra transformé avec des nutriments, ton corps ne le reconnaît pas. Tu vas manger cette lasagne, ton corps ne va pas reconnaître des vraies molécules. Il va dire, bof, c'est quoi ça ? Additif, émulsifiant, trop de sucre, trop de gras, des colorants, etc. Non seulement les nutriments ne sont pas reconnus par ton corps, mais en plus, il y a une tonne d'additifs qui vont venir encrasser ton organisme. Et donc, les aliments ultra transformés, que sont également les céréales industrielles et autres, c'est la cause numéro 1 des maladies de civilisation des Occidentaux aujourd'hui, qui bouffent n'importe quoi. Voilà. C'est aussi l'industrie agroalimentaire qui veut se faire un max d'argent sur notre dos et qui pense à ses bénéfices et pas à notre santé. Donc, il va te mettre... Par exemple, tu achètes une barquette avec soi-disant c'est du poulet aux légumes, il va te mettre une grande proportion de pommes de terre parce que ça lui coûte pas cher, un petit peu de poulet, un petit peu de légumes, par exemple, tu vois, et beaucoup d'additifs, d'exhausteurs de goût pour te donner envie d'y revenir. L'industrie agroalimentaire
rend ces aliments ultra transformés palatables. Palatable, ça veut dire qui te donne envie d'y revenir parce que c'est moelleux, c'est croustillant, ça pétille. Et en fait, tu deviens très vite accro à tout ça. D'où l'intérêt, et voilà, ça c'est aussi quelque chose de très important, d'apprendre ou de réapprendre à cuisiner ou à transformer soi-même. On va entrer dans les détails de ce que c'est que bien manger. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, essayez de les noter dans un coin de votre tête ou en tout cas, on aura une section pour y répondre. J'ai envie de te partager des situations d'amis ou de moi-même qui me viennent en tête quand on a travaillé sur l'émission avec les camarades. Mais j'ai plusieurs amis qui ont testé des régimes, notamment celui qui a le plus marqué, ou que j'ai vu, mais où c'était par exemple manger un max de soupe pour essayer de réduire son apport calorique, j'imagine. Mais quelle soupe ? Me parle pas des rois minute soupe en poudre, là. Très bonne réflexion. Ce truc existe encore, il paraît. Hein. Et ça existe encore, effectivement. Non. Je te parle... quand il y a des années, je vivais en coloc avec un très bon ami. Ouais. Et on ne le citera pas. On le citera pas. Et non, il avait investi dans une sorte de soup maker. Ah oui, c'est bien. Donc, souvent, c'était un mix de légumes. Ouais, très bien. Et donc, oui, ça peut être une courgette, une carotte, etc., qu'on met dans un soup maker. Ouais. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est mal de perdre du poids, c'est très bien. du poids à travers cette formule ? Non, c'est très bien dans le sens où le légume et la soupe faite maison sera toujours une bonne idée. Hein. Plus on va manger de légumes, moins on va laisser de la place pour le reste. Le reste, c'est quoi ? Parfois, c'est les mauvais glucides. Par mauvais glucides, j'entends le pain, les pâtes de blé, alors que les glucides sont importants. Hein. Il faut en manger. Mais moi, je mettrais plutôt en avant le riz, le quinoa, la patate douce, la courge, qui sont des glucides qui sont plus sains, sans gluten, qui élèvent moins la glycémie. Mais effectivement, au plus tu vas commencer ton repas avec une soupe ou avec une salade ou avec des légumes cuits vapeur avec une petite sauce, eh bien, tu vas déjà créer une bonne satiété et tu vas déjà augmenter la proportion de légumes dans ton assiette. Donc, moi, je dirais que c'est une bonne manière de faire. Génial. Vive la soupe, mais la vraie. Hein. La vraie. Alors... je me suis remis dans les chaussures de moi il y a quelques années. Oui. Je suis étudiant en Côte. Oui. J'ai pas un budget illimité et franchement, je pense que j'ai envie de mettre ma thune dans autre chose que des légumes. Oui. Dans quoi, par exemple ? Tu vois, des bacs de Cara. Voilà. On va y venir, j'aimerais bien parler de l'alcool. Évidemment, on va y passer. Ouais. Mais je me dis, en fait, la pizza surgelée, c'est pratique. Oui. Voilà, juste avant de partir faire ses affaires en pause midi. Qu'est-ce que tu as à dire un étudiant qui vient te voir, il dit, bon, moi, j'ai envie d'adapter, de manger un tout petit peu plus sain, mais d'abord, j'ai pas un budget illimité. Oui. Ensuite, j'ai pas beaucoup de temps, franchement, Myriam, pour cuisiner à fond. Qu'est-ce que tu lui dis ? Je lui dirais, comment tu te sens dans ton corps ? Est-ce que tu te sens en bonne santé ? Si la personne qui mange des pizzas surgelées... j'ai 20 ans et franchement, ça va, je fais un peu de sport et bon... Si tu as des maux de ventre, si tu as de l'acné, si tu te sens tout le temps fatigué, même quand tu dors bien, mais c'est qu'il y a un souci quelque part. Hein. Et si la pizza surgelée, tu la manges et tu n'as aucun problème physique que tu ressens, en tout cas, ou si tu t'es habitué à tes douleurs, parfois on s'habitue malheureusement à ces douleurs, sache que si tu continues à en manger, à un moment donné, tu vas arriver à un stade où ton corps va te dire stop. Et le corps qui dit stop, parce que tu te nourris de pizza surgelée, c'est des maux de ventre. Parfois, c'est de la diarrhée, parfois, c'est de la constipation, parfois, c'est des ballonnements, c'est des remontées acides, c'est des flatulences, voilà, plein de désordres intestinaux qui sont malheureusement le lot de la plupart des gens aujourd'hui. Et si ce n'est pas déjà le cas, tant mieux, mais ne tente pas le diable, parce que ça peut arriver. Et qu'on n'a pas 20 ans éternellement, et que ta santé, c'est la chose la plus importante. Et donc, si tu aimes les pizzas, j'ai même pas envie de te dire fais-les toi-même, parce que c'est sûr que c'est... Voilà. Essaye de t'ouvrir à d'autres choses. Et moi, je peux te donner des exemples très simples. Hein. Dis-moi. Alors, t'as pas beaucoup d'argent. Au lieu de manger une pizza,
Donc, c'est de la pâte de blé, c'est du gluten hyper inflammatoire. Et dessus, ils te mettent 3 rondelles de tomates, 3 grammes de mozzarella pour faire genre. Eh bien, ce que tu peux faire, c'est tu vas chez un discounter, dans un magasin comme le Lidl, par exemple, où ils te vendent du tofu fumé en bloc bio. Alors, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu prends ce bloc de tofu, tu le coupes en cubes, tu le mets au four, il va griller. Et à côté de ça, dans ton cuiseur vapeur, tu te fais plein de légumes. Tu peux te faire du riz aussi. Et j'ai pas de cuiseur vapeur. Alors, le cuiseur vapeur, c'est l'ustensile à acheter. Ouais. Tout le monde devrait avoir un cuiseur vapeur avec des paniers en inox chez soi. Ça coûte 50 €. Okay. Ça dure très longtemps. Et ça fait beaucoup de bacs de Cara, ça. Non. Dans ton cuiseur vapeur, tu peux mettre tous les légumes. Tu mets 20 minutes, tu actionnes 20 minutes et puis tu surveilles même pas. Et donc, tu as des super petits légumes, tu fais une petite sauce, tu manges ton tofu grillé avec tes légumes et c'est bon, quoi. Et tu as l'impression d'être au resto asiatique. Tu as ton petit riz, tu as ton petit tofu, tu mets un peu de sauce soja, tu as tes petits légumes et c'est beaucoup plus agréable. Et ça t'a pas pris beaucoup plus de temps. Est-ce que c'est un peu moins pire pour continuer dans ton idée, Myriam. Mais admettons qu'on continue on veut quand même créer se faire manger des pizzas. Oui. Est-ce que c'est un peu moins pire de prendre une pâte je sais pas si ça existe, là. Si, ça existe. Pâtes complètes ou des... Non, ça existe, la pâte à pizza que tu achètes au rayon frais. Et puis de faire soi-même ces ingrédients. Pourquoi pas ? Parce que là, déjà, tu vas mettre plus de légumes sur ta pizza. Tu vas auras une plus grande proportion de légumes, quoi. Pourquoi pas ? Ouais. Après, il n'y a pas que les pizzas dans la vie. On dirait vraiment que je suis un fan de pizza, mais franchement, pas tant que ça. Il y avait un sujet qui m'intéressait aussi beaucoup en réfléchissant à mon entourage, etc. C'était les régimes sans gluten. Oui. Il y a beaucoup à propos de ce sujet-là, dans le sens où, déjà, je me rappelle, moi, quand j'étais chef scout dans les mouvements de jeunesse, j'étais chef infirmier. Et j'avais un animé, vraiment super animé, louveteau de genre 10 ans, qui était cœliaque. Donc, cœliaque, il peut vraiment pas manger de gluten. Oui. Ses parents étaient les meilleurs parents du monde. Ils venaient avec un panier avec des aliments tout faits, adaptés. On leur donnait le programme alimentaire du camp. Et donc, il avait ses propres portions. Oui. En menant des recherches sur le sujet, j'ai découvert qu'en fait, des personnes qui étaient cœliaques et qui ne pouvaient pas manger de gluten, c'est 1% de la population. Ensuite, il y a 3% de la population qui développent en fait des réactions au gluten et des intolérances où c'est très inconfortable, mais voilà. Alors je vais vous expliquer déjà le problème du gluten parce que c'est pas une mode. Il faut savoir que le blé qu'on consomme aujourd'hui, on recommence. Donc le blé contient une protéine qui s'appelle le gluten. Okay. Et donc le blé ancestral, avant que l'humain commence à le trafiquer, contenait un gluten qui avait 14 chromosomes. C'est de la génétique, mais bon, soit. Aujourd'hui, après que les humains soient passés à hybrider le blé pour en faire, si vous voulez, une céréale qui va donner un plus grand rendement, une graine qui, lorsqu'on va la moudre et lorsqu'on va faire du pain, va plus gonfler. Il faut savoir que le gluten du blé moderne, du blé qu'on consomme aujourd'hui, contient 42 chromosomes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le gluten du blé moderne est un gluten Frankenstein, on pourrait dire ça comme ça, modifié, et que nous, humains, notre corps, il n'a pas changé. Notre potentiel à dégrader les aliments n'a pas changé, mais on trafique ce qui se trouve dans la nature. Et donc, lorsqu'on va manger du blé, le blé moderne d'aujourd'hui, le froment, celui avec lequel on fait le pain, eh bien, notre corps va dire, attends, c'est quoi cet aliment ? Moi, je n'ai pas les enzymes digestives nécessaires pour dégrader ce gluten à 42 chromosomes, je ne sais pas quoi en faire. Donc, cette molécule de gluten, elle va arriver intacte dans ton intestin sans que ton estomac l'ait dégradée, et ça va venir provoquer des désordres. Cette molécule de gluten va, en premier lieu, déséquilibrer la flore intestinale. La flore intestinale, le microbiote, 100 000 milliards de bactéries vivantes qui peuplent notre intestin. Donc le gluten, si tu veux, va
je ne trouve pas le mot, va nourrir les mauvaises bactéries intestinales. Et ensuite, ça va provoquer ce qu'on appelle de la perméabilité intestinale. Ton intestin va devenir comme une passoire. Et quand ton intestin devient comme une passoire, selon un mécanisme, ton système immunitaire va être perturbé et va créer de l'inflammation. Donc, en gros, à partir de cet aliment qui n'est plus un aliment ancestral, notre corps va avoir des réactions inflammatoires. Et donc, on ne s'en rend pas compte toujours, mais des maux de ventre, des problèmes d'eczéma ou d'acné inflammatoire, des problèmes de dépression, neuro-inflammation et autres problèmes inflammatoires trouvent parfois, souvent, comme cause le gluten. Et donc, ça ne se voit pas forcément à la prise de sang. Ouais. Quand tu vas faire une prise de sang, tu ne vas pas voir des anticorps liés forcément au gluten, mais la seule manière de savoir si le gluten t'intoxique vraiment, c'est une éviction pendant 2 semaines, 3 semaines. Et si tu arrêtes le gluten pendant 2-3 semaines et que tu retrouves une énergie, que ton ventre n'est plus ballonné comme ça quand tu manges, que ta peau est plus belle, que tu as un mental plus clair, c'est que clairement, le gluten n'est pas bon pour le gluten du blé moderne. Alors, il y a évidemment des alternatives. Je ne vais pas vous dire ne mangez plus de pain, de pâtes. L'alternative, c'est quoi? Alors, au niveau du pain, c'est d'acheter des pains qui sont faits d'autres céréales que le froment, que le blé moderne. On va acheter des pains d'épeautre, de petit épeautre, des pains avec du seigle, avec du sarrasin, du riz. Ce sont des céréales avec ou sans gluten, mais qui n'ont pas été trafiquées. Et si possible, que ce pain soit fermenté au levain. Le levain crée une prédigestion du gluten. Par la fermentation, si tu veux, la molécule de gluten, elle est déjà prédigérée. Et donc, le pain au levain, c'est la clé. Un vrai pain qui a fermenté pendant longtemps et qui, tu vas voir, t'apporte plus de satiété que le pain industriel. Alors bon, aujourd'hui, ici dans le coin, ici à Ixelles, on trouve pas mal de boulangeries qui font du pain au levain. Alors pour les pâtes, c'est une autre histoire. Moi, je conseille de consommer des pâtes qui sont faites d'autres céréales que le blé. Parce qu'il n'y a pas que le blé dans la vie. C'est comme les carapils, il n'y a pas que les carapils dans la vie. Je vais passer pour un alcoolo fan de cara. Il n'y a pas que le blé. Nous, ici, c'est vrai qu'en Europe, on mange beaucoup de blé. Tu sais, en Asie, ils mangent beaucoup de riz. En Amérique latine, ils mangent beaucoup de maïs. Et oui, le problème, c'est que ce blé nous fait du mal. Et donc, il existe aujourd'hui des pâtes qui sont faites à base de farine, de riz, de pois chiches, de lentilles. Et franchement, il y en a qui sont pas mal et qui font bien le boulot. Donc, c'est plus protéiné déjà, c'est plus nutritif. Merci pour cet éclaircissement au niveau du gluten. Donc, effectivement, tu disais, il y a les cœliaques. Eux, c'est une très grave allergie. Ouais. Tu manges une molécule de gluten, eh bien, tu as un anticorps qui vient détruire la paroi de ton intestin dans des douleurs terribles. Oui, c'est ça. Oui. Et bon, c'est intéressant que tu places l'attention aussi sur le fait que c'est la manière dont le gluten est en fait ultra transformé aussi à travers les aliments d'aujourd'hui. Et la plupart des personnes qui ont testé cette formule-là de diminuer leur rapport en gluten, parce que c'est quand même parfois difficile de pouvoir le faire, même s'il y a pas mal d'aliments quand tu vas dans un super... C'est tellement facile, t'achètes une baguette, du fromage et t'as l'impression d'avoir bien mangé à midi. Tout à fait, en fait, non. Tu t'es intoxiqué avec un aliment, si tu veux, hyper banal, qui peut être présent à tous les repas. Donc, c'est pas facile, mais le jeu en vaut la chandelle. Et moi, j'ai toujours cuit du riz à l'avance, cuit des pommes de terre à l'avance, du quinoa à l'avance, et tu auras quelque chose à mettre dans ton assiette autre que le pain, quoi. J'ai envie d'aborder un peu, avant la fin de l'émission, parce que doucement, je vois que le temps file, des questions un petit peu pratiques. Si vous en avez, n'hésitez pas aussi à les garder dans un coin de vos têtes pour le moment QR code fin d'émission. C'est quoi les aliments que tu conseilles le plus, à chaud, à privilégier, qui sont dans un rythme courant de la plupart des personnes, où tu dis, tiens, développer, changer ça, adapter. Alors, la première chose, c'est que 50% de chacun de nos repas devrait être composé de fruits ou de légumes. Voilà, ça, c'est la base. Donc, petit déjeuner, évidemment, comme je disais, un petit déjeuner salé, entre guillemets, protéiné. Éviter les glucides le matin. Et donc, ça peut être des œufs, c'est facile. Ça peut être du poisson, pourquoi pas, en Asie, ils mangent du poisson le matin. Ça peut être des beans, comme les Anglais font, et comme les Sud-Américains font aussi d'ailleurs. Ils mangent du riz, ils mangent des haricots rouges avec du maïs le matin. Donc, protéiné le matin, et avec cette source de protéines animale ou végétale, des légumes.
Pour chaque goûter, par exemple, chaque encas, on devrait combiner, par exemple, des noix avec un fruit. Et chacun de vos repas principaux, midi et soir, devrait être composé à 50% de fruits ou de légumes. Enfin, de légumes, idéalement. Et donc, on dit toujours un bon aliment en chasse un autre. Plus tu vas manger des légumes, je repense à ton pote qui faisait sa soupe, moins dans ton assiette, tu auras de glucides ou de protéines, tu auras vraiment une belle proportion. Donc voilà, donc ça, c'est les aliments à favoriser. Et puis, il y a aussi cette fameuse règle des 80-20. Ouais. Soigne ton alimentation à 80% du temps et laisse-toi aller à 20% du temps quand tu sors avec les copains, quand tu es invité à manger, etc. Si tu te laisses un peu plus aller à 20% du temps, ça n'aura pas d'impact sur tout le reste, tous les autres efforts que tu auras fait. Et ne pense pas à ton poids, ne pense pas à ton aspect physique forcément, pense à ta santé. Quand on pense à la santé, on a moins de pression. Et on le fait avec plaisir et on se dit, l'alimentation, c'est une super opportunité de me faire du bien. Ouais. C'est pas des restrictions, c'est pas des régimes. Je vais être curieux, je vais essayer d'autres choses et je vais me faire du bien. C'est une super opportunité pour moi et pour la planète aussi. Plus tu vas végétaliser ton alimentation, moins ça aura d'impact négatif sur la planète. Tout à fait. Et j'avais lu quelque part qu'un régime restrictif, ça mène souvent donc avec une perte de poids, etc. Mais après un certain temps, ça amène dans 80% des cas à une prise de poids. Exactement. Ce qui est en plus terrible, c'était que j'avais lu que c'est une prise de poids qui n'est pas anodine. C'est donc non seulement dans la perte de poids, tu perds de la masse musculaire et de la masse graisseuse, mais en fait, en reprenant du poids, tu prends uniquement la masse graisseuse. Oui. Donc ça craint. Oui, ça craint. Là, pour ceux qui veulent restreindre. Il faut comprendre pourquoi. Il faut comprendre pourquoi. En fait, quand tu fais un régime restrictif, ton corps, il va se dire, oulala, je ne reçois plus rien à manger, il ne faut pas que je dépérisse, et je vais me mettre en mode économie d'énergie. Ça veut dire, avant, j'avais besoin de 2000 calories pour rester moi-même. Tout à fait. Et maintenant, on ne m'en donne plus que 1000, mais je veux quand même rester moi-même. Il y a une résistance. Et donc, la thyroïde, qui est notre chaudière centrale, va se mettre en mode économie d'énergie. Et donc, tu vas perdre du poids, etc. Puis à un moment donné, tu vas remanger pareil. Sauf que ton métabolisme, il a changé. Tu n'as plus besoin de 2000 calories pour te maintenir, tu n'en as plus besoin que 2000. Donc, si tu vas en remanger 2000, tu vas prendre du poids. Et effectivement, en régime restrictif, il y a les muscles ont fondu, etc. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est augmenter notre métabolisme de base, c'est-à-dire le nombre de calories dont on a besoin pour nous maintenir. Et pas diminuer notre métabolisme. Et en faisant un régime hypocalorique, tu vas diminuer ton métabolisme de base. Donc, comment est-ce qu'on augmente notre métabolisme ? En augmentant notre masse musculaire. En augmentant notre masse musculaire et en mangeant assez de protéines. Ok. Donc, c'est pour ça que c'est pas anodin quand on fait une perte de poids ou un régime qui est... En fait, le corps ne doit pas se rendre... du sport, quoi. Tout à fait. Le corps ne doit pas se rendre compte qu'il est moins nourri. Si le corps s'en rend compte, il va avoir une résistance au fait de dépérir. Mon Dieu, qu'est-ce qui reste ? Il me reste encore plein de questions. C'est une catastrophe. Le sujet est tellement vaste. Juste avant qu'on aborde le moment questions-réponses, t'en penses quoi du jeûne intermittent ? Alors, oui, mais plutôt zapper le repas du soir que le petit déjeuner. Pourquoi ? Parce que le petit déjeuner est nécessaire pour mettre le corps en route. Notamment les protéines. Les protéines contiennent un acide aminé, donc un constituant de la chaîne de protéines, qui est la tyrosine. Et la tyrosine, elle va booster la thyroïde et elle va booster la dopamine. La dopamine, c'est le neurotransmetteur de la motivation, d'énergie, qui nous donne vraiment le starter du matin. Et cette dopamine est boostée par la consommation de protéines le matin. Donc en gros, si tu ne manges pas le matin, que tu vas au cours de 8h à midi et que tu n'as rien mangé, tu n'auras pas cette dopamine. Et ta thyroïde, elle ne va pas fonctionner pour te donner vraiment... tu ne vas pas avoir cette chaleur déjà, parce que la thyroïde, elle nous permet de ne pas avoir froid, elle nous permet d'être en énergie. Et donc, je dirais, ne pas zapper le petit déjeuner. Si tu n'as pas faim à 7h du matin, je peux comprendre. Mais prends avec toi au bureau ou en cours un encas protéiné. Tu prends un œuf dur, tu prends du fromage avec une pomme ou des noix, des choses comme ça. Ce qui est intéressant, parce que j'avais lu dans une étude que, en fait, ce docteur, c'est terrible, du coup, je lis des trucs, et puis après, je me rappelle même plus les références, c'est une catastrophe. Mais
qui expliquait qu'il avait mené une étude dans laquelle il y avait une cohorte de personnes qui étaient sous jeûne intermittent, mais qui gardaient plus ou moins le même repas. Oui. Et une cohorte d'autres personnes qui gardaient 3 repas par jour. Oui. Et c'était plus ou moins le même apport calorifique. Oui. Et en fait, il n'y avait pas une énorme différence de poids. En fait, il n'y avait pas de différence de poids à la fin de cette étude parce qu'il avait aussi échangé les groupes. Donc, le groupe qui était censé avoir le jeûne intermittent est devenu le groupe contrôle. Quoi. L'intérêt du jeûne intermittent, c'est de mettre son système digestif au repos pendant longtemps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne s'en rend pas compte. Normalement, on devrait manger 3 fois par jour, voire 2 fois par jour. Il y a même des peuples qui mangent qu'1 fois par jour. Et nous, on grignote toute la journée, en fait. Et on ne laisse pas l'opportunité à notre corps de se mettre au repos et de se régénérer. Donc, en ne mangeant pas pendant 16 heures, en faisant tous nos repas dans une fenêtre de 8 heures et en laissant 16 heures, en étant à jeun pendant 16 heures, on permet au corps de se détoxifier plus facilement, de se régénérer. C'est une pratique qui est pas mal, mais qui n'est pas facile, surtout dans nos rythmes de vie. C'est ça. Mais donc ça rejoint un petit peu ton point, c'est que le jeûne intermittent, il est pratique et il est pertinent au vu de la situation de chacun. Donc ça peut être une bonne option pour certains dans le cadre d'une une perte de poids, une recherche de perte de poids. Ça devrait pas être Ça devrait pas... En fait, le jeûne intermittent, c'est souvent un régime qui dit pas son nom pour la plupart des gens. Se dire, bon, ok, je sais pas comment perdre du poids, tiens, je vais sauter un repas. C'est ça. Ça devrait plutôt être un moyen de régénérer son corps si on a des problèmes intestinaux, par exemple. Ça permet à l'intestin de se régénérer plus facilement. Ça permet un meilleur nettoyage des cellules, auto-nettoyage des cellules. Okay. Parce que quand tu n'as pas d'apport calorique, il y a un phénomène qu'on appelle l'autophagie, si tu veux. La cellule s'auto-nettoie. Les déchets produits par la cellule vont servir de nourriture à celle-ci et donc il va y avoir vraiment un nettoyage du corps dû au fait de jeûner. Attrapez vos smartphones pour poser vos questions. Juste, je vois qu'il y en a plein qui ont été posés d'ailleurs. C'est moi qui suis pas du tout attentif en fait. Mais avant ça, ce qui me permettra de lire les questions, j'ai envie de te poser juste du tac au tac. Le café et l'alcool, bon ou mauvaise chose? Mauvais, bien sûr. Les deux? Les deux, encore plus l'alcool. L'alcool, c'est un toxique pour l'organisme. C'est devenu hyper banal dans nos sociétés, encore plus dans les milieux étudiants. L'alcool, ton corps va tout faire pour l'éliminer dès qu'il est ingéré. Ça va engorger le foie. Vraiment, c'est une drogue, c'est un poison. Et je ne dis pas qu'on ne peut pas boire un petit verre de temps en temps, mais on ne devrait pas boire plus d'1 verre par jour. Maximum. Ok. Ouais, c'est banalisé, mais ça devrait pas. Okay. Ça devrait pas parce que... je ne vais pas développer aujourd'hui, mais... Il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus. Okay. Je trouve que les autorités sont pas responsables par rapport à ça. On trouve ça cool ou drôle ou chouette que dans les cercles étudiants, on finisse en coma éthylique et tout. Mais non, c'est grave en fait. C'est très grave. C'est très grave parce que ça va faire des adultes qui ont besoin de boire tous les jours. Et l'alcool augmente de 25% les risques de cancer. Voilà, clairement. Ça a fait exploser les risques de cancer et ne parlons pas du reste. Ok. Tu as des alternatives à proposer? Qu'est-ce qui te... Alors oui, il existe plein de boissons de soft qui sont sympas et qui ne sont pas le coca, comme les kombucha, les kéfirs, ou tout simplement une eau pétillante avec du jus de citron et un peu de miel, et tu fais une limonade et tu la portes chez tes potes quand ils t'invitent pour l'apéro. Et tu leur dis, écoutez, aujourd'hui les gars, c'est lundi soir, je vais peut-être pas boire, quoi. Et tu te réserves le verre de vin ou la bière, peut-être pour le week-end. D'accord. Mais en conscience, quoi, en sachant que tu vas te l'octroyer. Mais non, c'est pas du tout banal, en fait, l'alcool. Pas du tout. C'est tout un sujet. Oui. J'adorerais d'ailleurs faire un podcast juste là-dessus. Le café, j'ai lu qu'au final, ça n'avait pas un très... En soi, le café n'est pas négatif pour la santé. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Alors, le café devrait être pris par plaisir et pas parce que c'est un stimulant.
Or, souvent, on se lève le matin, on est KO, on boit un café, on se réveille. En fait, non, on devrait déjà être en énergie le matin. Donc, le café ne doit pas être vu comme une béquille, mais comme un plaisir. Et si c'est un plaisir, il ne faudrait pas en boire plus que 1 à 2 par jour. Du bon. Parce qu'encore une fois, comme je te disais, la caféine fait fuir les minéraux dans nos urines. Donc, je dirais, buvez plutôt des tisanes pendant toute la journée que de la théine ou de la caféine qui sont déminéralisants. D'accord. Je vais lire un petit peu les questions du public. Vous avez vraiment fait vos devoirs. Est-ce que on peut se fier au code Nutri-Score A, B, C, D, E sur les emballages alimentaires Non, jamais. Okay. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous prenez une bouteille d'huile d'olive bio, le Nutri-Score c'est E. Et l'autre jour, j'ai vu que les Choc-à-Pic avaient un Nutri-Score B. Alors, c'est quoi ça ? Hein ? L'huile d'olive a un Nutri-Score E parce qu'elle est trop grasse. Non, mais sans blague, l'huile d'olive est trop grasse. Hein ? Du bon gras, des bonnes graisses anti-inflammatoires. Les Choc-à-Pic, ils ont réussi à avoir un Nutri-Score B parce qu'ils ont un petit peu ingéré des fibres dans leur... Faut savoir que les céréales, c'est vraiment l'invention... la pire invention de l'industrie agroalimentaire. Aujourd'hui, aux États-Unis, ils se nourrissent que de céréales, quoi. Le matin, il n'y a rien d'autre qui passe. Ouais. C'est grave. Hein. Il y a une bonne question qui a été posée. Je sens que mes connaissances sont nulles sur comment bien m'alimenter. Oui. Ne faudrait-il pas avoir des cours en secondaire ? Bien sûr que sur si. Comment se nourrir ? Mais c'est la base, en fait. La base de ta santé physique et psychique, c'est ton alimentation, évidemment. Alors aujourd'hui, dans les écoles primaires, il y a une certaine éducation. Hein. On emmène les enfants dans les potagers, on les fait un peu cuisiner, etc. Mais c'est pas assez. C'est pas assez, parce que dans d'autres écoles, on parlait des milieux plus ou moins favorisés. Hein. Dans les écoles au milieu socio-économique plus faible, les parents, ils veulent rien savoir et ils attendent leurs enfants à la sortie de l'école avec les gaufres industriels et les, Capri-Sun, là. Sucre et pesticides. Et déchets surtout. Hein. Donc c'est la totale, quoi. Au-delà du rapport des femmes à la nourriture, au corps, il y a aussi des nombreuses maladies féminines pour lesquelles une alimentation spécifique est nécessaire. Oui. Est-ce que ça te parle comme question ? J'imagine que... on parle peut-être d'endométriose ici. L'endométriose a pour... la cause principale, on ne la connaît pas encore. Hein. Pourquoi il y a des cellules de l'endomètre qui migrent un peu partout dans le corps et qui s'enflamment au moment des menstruations. Mais on peut apaiser ces douleurs en ayant une alimentation anti-inflammatoire et en réduisant l'excès d'œstrogène. Et comment est-ce qu'on réduit l'excès d'œstrogène ? En mangeant moins de protéines animales, moins de produits laitiers qui sont blindés d'œstrogène et surtout en faisant super attention aux perturbateurs endocriniens qui miment les effets des œstrogènes. Les perturbateurs endocriniens, ils sont partout. Mais vraiment, pour les femmes comme pour les hommes, j'ai envie de vous dire, faites attention à vos cosmétiques et à vos produits ménagers. Au niveau cosmétique, ne mettez jamais sur votre peau des crèmes ou des choses qui restent qui ne sont pas clean. Et c'est très facile aujourd'hui de savoir si c'est clean. On les scanne avec Yuka. L'application Yuka, Y-U-K-A, et vous regardez si c'est clean ou pas. Les perturbateurs endocriniens, c'est aussi c'est un épisode qui, à lui, tout en... Ils sont partout, ils sont dans les vêtements que tu portes, ils sont dans tes produits ménagers, dans tes meubles. Dans les Tupperware en plastique. Ah oui, jamais réchauffer dans un Tupperware en plastique, jamais. Jamais mettre du gras dans un Tupperware en plastique non plus, parce que le gras va faire migrer les molécules de plastique. Ne plus cuisiner dans des téfales rayées. Essayer ça paraît surréaliste, parce que moi je l'aurais jamais fait à 20 ans, mais pour Noël, demander une poêle en inox. Exactement. Voilà, à ses parents, qui peut coûter 100 €, ok. Cette poêle, tu vas la garder toute ta vie. Et au moins, tu es sûr de ne pas t'intoxiquer au quotidien quand tu fais tes œufs, par exemple. Et ça coûte de moins en moins cher, d'ailleurs. Aujourd'hui, il y a moyen de trouver des poêles en inox pour moins de 100 €. Sur ce point du rapport des femmes à la nourriture et au corps, il y a aussi, en parlant des maladies, j'ai lu que le syndrome des ovaires polykystiques était aussi en lien avec une série de perturbations hormonales, etc. Oui, tout à fait. Aussi, le syndrome des ovaires polykystiques, c'est souvent lié à un excès d'hormones masculines chez la femme.
Voilà, donc c'est aussi évidemment, ça peut être lié aux perturbateurs endocriniens. Alors tout ça, il faut bien savoir, et ça c'est vraiment un message d'espoir que j'ai envie de donner, c'est que tous les problèmes de santé qui existent peuvent être résolus. Il y a toujours une solution. C'est vrai que pendant des années, les médecins, et encore aujourd'hui, nous disent « Oui, voilà, vous avez une maladie auto-immune, il n'y a aucune solution. Ah, vous avez ça, il n'y a rien à faire, c'est comme ça, il faut prendre des médicaments toute votre vie. » Non, c'est faux. Il faut vous diriger vers des nutrithérapeutes, vers des médecins pratiquant la médecine fonctionnelle, hormonale et nutritionnelle. Parce que les nutrithérapeutes, comme les médecins fonctionnels, vont s'occuper des causes des problèmes. Et pas juste de mettre un pansement sur une jambe de bois. Comprendre pourquoi est-ce qu'on a... des douleurs lors des menstruations, c'est pas normal d'avoir super mal. C'est un déséquilibre, trop d'œstrogène, pas assez de progestérone. On va remonter le taux de progestérone avec de la phytothérapie, etc. Quand on a une maladie auto-immune, on nous dit oui, c'est pour la vie, etc. C'est faux. J'ai plein d'exemples de personnes qui, en régénérant leur intestin, en modifiant leur alimentation, ont diminué, voire ont supprimé ces anticorps qui s'attaquent à nous-mêmes. Tes témoignages sont vraiment tellement touchants. Franchement, en les lisant, j'étais bluffé. Voilà, donc c'est possible. Donc il faut garder l'espoir et jamais croire, même si c'est un médecin, je sais que les médecins ont beaucoup d'autorité, etc., mais ils ne sont pas formés à la nutrition, ils sont malheureusement trop souvent formés au fait de donner des molécules chimiques pour soi-disant soigner. D'accord. Mais voilà, donc allez vers plutôt les naturopathes, renseignez-vous. Peut-être que c'est aussi, ça peut être conciliable sans doute d'avoir un médecin et un autre. Bien sûr, on garde son médecin si on lui fait confiance. Mais si on lui fait pas confiance ou si on se sent pas écouté ou compris ou pris en considération dans ses douleurs et dans ses symptômes, on peut tout à fait en changer. Je pense notamment à beaucoup de femmes qui me disent « Ah, ce gynécologue, il est horrible, il ne comprend pas, il ne m'écoute pas, il me dit que c'est dans ma tête, que c'est le stress, alors que moi, je sens bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne va pas, allez voir ailleurs. » En tout cas, avec tout praticien de manière générale, si vous ne vous sentez pas à l'aise, n'hésitez pas à avoir un deuxième avis. Oui, il ne faut pas supporter. Myriam, il reste plein de questions et on doit aller vite. Donc... Pas de porridge le matin. Il paraît que les flocons d'avoine ne sont pas faits pour être consommés par des humains. Très intéressant comme question. Alors oui, c'est vrai que l'avoine, normalement, c'est l'alimentation des chevaux. Maintenant, dans l'avoine, il n'y a pas de gluten. Et l'avoine est une céréale à faible index glycémique. Donc moi, par exemple, quand je fais des cakes, des gâteaux, des biscuits, j'utilise de la farine d'avoine. C'est très facile. Tu prends tes flocons d'avoine, tu les mixes dans un robot et tu as de la farine d'avoine. Donc voilà, donc je dirais... Mais pour le goûter, le matin. Idéalement, comme je vous disais, il faut que le petit déjeuner soit protéiné, salé. D'accord. Mais c'est mieux que des chocs à pic. D'accord. Et si on n'aime pas les œufs, qu'est-ce qu'on fait Si on n'aime pas les œufs, on essaie de manger du... En fait, on devrait manger le matin comme on mange à midi. Donc, tu manges du tofu, tu manges une salade de lentilles, tu manges une salade de quinoa qui contient beaucoup de protéines, tu manges du houmous sur un pain au levain, tu manges un peu d'avocat, tu manges un peu de fromage. Alors, j'ai pas envie de vous dire manger du thon et du saumon parce qu'aujourd'hui, on sait qu'ils sont blindés de mercure et de métaux lourds. J'ai envie de vous dire, mangez des sardines. Ben oui, faites-vous des rillettes de sardines, une boîte de sardines, un petit peu de yaourt et quelques herbes fraîches, c'est sympa. Ok. Alors, je vois qu'il y a tellement de questions spécifiques et je vous invite peut-être, après le podcast, à aller en parler à Myriam. Est-ce que le bio est vraiment meilleur pour la santé ? Oui, parce que les pesticides agissent sur notre flore intestinale comme des antibiotiques, ils détruisent tout. Et donc, les pesticides, c'est un vrai problème de santé publique. Tu sais que les agriculteurs qui cultivent avec plein de pesticides, ils ne mangent pas leurs propres produits. Non, mais ils savent ce qu'ils mettent dessus. Oui, tout à fait. Et donc, et on peut trouver des légumes et des fruits bio à bon prix chez les discounters. On peut trouver chez Aldi et chez Lidl plein de fruits et de légumes bio. Donc, il n'y a plus trop d'excuses si c'est pour le prix. Évidemment, j'ai envie de vous encourager à aller dans les magasins bio, chez les indépendants, etc. Mais si on n'a pas les moyens, c'est une bonne manière de faire. Et si on ne peut pas acheter bio, il vaut mieux éplucher, en fait. Éplucher. On épluche les pommes. Ça limite. Il y a une petite question un peu mignon, mais c'est en se basant sur le principe des 3 repas par jour. Est-ce qu'il faut vraiment se forcer à manger, même lorsqu'on n'a pas faim ? Ah non. En fait, ce qui prévaut, c'est le bon sens. T'as pas faim, tu manges pas. T'as faim alors qu'en fait,
t'as mangé il n'y a pas si longtemps, tu dis mais non, c'est pas l'heure, tant pis, t'as faim, tu manges. Et basta, quoi, en fait. Hein, et tu passes à autre chose après. Donc, il ne faut pas trop réfléchir. Il faut écouter son corps, quoi. Parfois, on est dans des périodes de notre vie où on est plus soumis à de la pression, du stress, du travail. On va manger un petit peu plus. OK, on va prendre 1 kilo ou 2. Mais t'inquiète, après, il y a l'été, le printemps qui va revenir. Ce sera la fin des examens, on sera plus relax, on va les reperdre. Et voilà. Il ne faut pas se torturer, en fait, pour ça. Je vois une question qui m'a animé aussi beaucoup. Bon, j'ai je pense que ça fait quelques années que j'ai un régime un peu plus végétarien, où je mange beaucoup moins de viande. Mais j'ai beaucoup d'amis qui continuent à en manger régulièrement. Oui. Et il y a une chouette question, existe-t-il un type de menu sans tofu ou autres produits végétaliens ou végétariens, car moi je suis carnivore. Personne n'a marqué, je suis carnivore. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? J'ai à dire que la viande rouge est hyper inflammatoire, et si elle n'est pas bio, elle va être blindée d'antibiotiques et de plein de substances, parce qu'en fait, il faut voir comment ils sont... Franchement, il faut voir comment les animaux sont élevés de manière industrielle. Franchement, il faut voir les élevages de porcs, les élevages les petits veaux là, qui viennent à peine de naître et qu'on va directement passer... ils ont même pas... en fait, on les met au monde pour les tuer quelques semaines après leur naissance. Et donc, je crois que si la plupart des gens ont envie de savoir comment on élève la plupart des bêtes, eh bien, elles auraient moins envie d'en manger et elles mangeraient des bêtes qui, avant de mourir, ont au moins eu une vie, quoi, en fait. Parce que la plupart des animaux n'ont pas eu de vie. On les fait croître, on les met dans des enclos, on les engraisse et puis après, voilà. Et ça, toi, tu vas le manger. Tu vas manger cette espèce de petit animal qui a vécu dans des mauvaises conditions, sous stress, sous picouse, là, pour qu'ils grossissent vite. Les poulets là, qu'on fait croître en quelques semaines, ils sont tellement gros, ils grossissent tellement vite qu'ils ne tiennent pas sur leurs pattes. Ça, c'est vraiment des poulets malades, quoi. Et toi, tu vas manger ça, franchement... Bravo, quoi. Moi pas. Moi pas. Il faut je vraiment... sens que le sujet le sujet est touchy. Et en même temps, je peux comprendre qu'on aime la viande, etc. Mais il faut avoir une meilleure conscience de ce qu'on mange. Enfin, il faut comprendre. Et puis de manière... Bon, il y a évidemment l'impact écologique de la viande. Ça, évidemment, je pense que moi, clairement. C'est ce qui m'a beaucoup touché aux études, de voir qu'en fait... Mais tu as le bien-être animal aussi. Et voilà, évidemment. Et tu dis, est-ce que moi, en tant qu'humain... Si je mange ces êtres vivants qui ont une vie misérable et tout ça, est-ce que vraiment manger leur chair peut m'apporter du bon, quoi? Ou alors, finalement, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux ne manger que des viandes, on va dire, ou des poissons sauvages de temps en temps? Voilà. Moi, personnellement, je suis pesco-végétarienne. Je ne mange plus de viande et de volaille depuis 5-6 ans, même plus. Et je m'en porte très bien. Mais c'est vrai que le végétarien a besoin de certains compléments, notamment la vitamine B12, le zinc et parfois le fer. Si à la prise de sang, tu as une petite carence. Voilà, donc il y a des nutriments à ne pas négliger. On a abordé plein de sujets. J'espère que ça a été relativement complet, ou du moins suffisamment complet pour que vous en sortiez avec des pistes concrètes de choses à appliquer dans votre quotidien. On arrive doucement à la fin de l'émission. J'ai envie de te demander, toi Myriam, c'est quoi la leçon la plus précieuse que tu as apprise récemment dans le travail avec tes coachés? Oui. Là, s'il y a quelque chose qui te vient en tête. C'est qu'en fait, même quand un problème de santé paraît insurmontable et grave, il y a une solution. Très souvent, je n'ai pas envie de dire toujours, parce que ce serait... Il y a très souvent une solution. Le corps se régénère très vite et nous dit très vite merci pour les efforts qu'on fait pour le faire mieux fonctionner. En quelques semaines, en quelques mois, on peut passer d'un état de santé catastrophique à une meilleure énergie, à une santé retrouvée. Donc, l'espoir, en fait, d'une meilleure santé. C'est quoi, qu'est-ce qui fait selon toi un bon coach ou une bonne coach en nutrition?
Mais c'est, je pense, déjà quelqu'un qui va faire du coacher un acteur de sa santé en lui expliquant les choses. Et moi, j'ai très à cœur de ne pas juste dire « bon, allez, fini le gluten, fini le truc », sans expliquer pourquoi. Il faut que la personne comprenne pourquoi. Quand on comprend pourquoi, on est plus engagé et on devient vraiment acteur de sa santé. Dernière question, c'est un peu, est-ce que tu as des recommandations, des livres? C'était une question qui est beaucoup revenue aussi. Mais ouais, ça peut être un podcast, ça peut être une œuvre de manière générale que tu Alors conseilles. déjà, je vous encourage à aller voir mon site. Évidemment. Évidemment. Donc, c'est greencoachnutrition.com. Là-dessus, déjà, il y a plein de petites recettes faciles, mais il y a aussi des articles que j'ai rédigés sur l'acné, sur l'écosystème intestinal, sur le poids. Et aller aussi sur ma chaîne YouTube, Green Coach Nutrition, où j'ai abordé plein de sujets, notamment à la radio ou ailleurs. Donc voilà, je donne plein de conseils déjà via mes réseaux et mon site web. Et sinon, des lectures, oui, il y en a beaucoup. De plus en plus, le sujet prolifique. Si tu en avais une à citer ou à recommander. J'aime bien les livres du docteur, mais... Je vais peut-être massacrer son nom, c'est un Américain, Perlmutter, il s'appelle, je crois, quelque chose comme ça, qui explique très fortement le lien entre bien-être psychique et intestin. Il explique, mais de manière facile et compréhensible. Vulgarisé. Voilà, vulgarisé. Et donc, l'axe intestin-cerveau, c'est hyper puissant. C'est incroyable comment on peut retrouver un bien-être psychique, être mieux dans sa peau, se sentir capable de plein de choses en modifiant son alimentation. De mon côté, j'ai aussi quelques pistes d'outils, si y en a qui veulent noter, mais par rapport au rapport au corps, il y a un podcast de Louise Aubéry, je pense, In Power, qui est de base un podcast génial, mais où elle a fait un épisode spécial sur le rapport au corps que j'ai écouté avidement. Qui m'a donné une chouette perspective. Il y a la chaîne YouTube Wired qui répond à des questions durant 15 minutes. C'est super bien concis, clair. Il y en a un sur un nutritionniste américain qui répond à une question. Et ensuite, enfin, un podcast que j'adore écouter de Stephen Bartlett avec The Food Doctor, qui m'a aussi guidé pas mal dans la préparation de cette émission. Myriam, ton énergie, ta spontanéité est géniale. Merci. Elle fait vraiment plaisir. J'espère que vous avez passé un super moment. Merci à vous d'avoir été présent. C'est super. On va pas encore applaudir, attendez un instant, mais il faut que je passe les infos, évidemment. Si vous n'en avez pas eu assez, évidemment, likez, partagez, commentez. Merci à Parthénamut pour leur confiance et notre collaboration sur cette saison 4. Merci au coin culture de l'ULB qui nous accueille. Quel endroit iconique et tellement sympa. Merci évidemment à toute l'équipe. Je pourrais évidemment pas faire tout ça sans Liora, sans Colin, Anaïs, Daniel, Raphaël, Diego. Merci à vous et puis surtout merci à vous, cher public, d'être présent. Mais quel plaisir de vous avoir. Et maintenant vous pouvez applaudir.